Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons aux oppositions politiques en Afrique avec notre premier dossier du jour qui sera consacré à l'héritage de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi. Au programme également de cette émission, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, évalue son assistance électorale sur la dernière décennie. Et la Zambie consulte sa population sur un éventuel retrait de la Cour pénale internationale. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Amouli Reti, vous êtes avocat, bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorialiste Gemal Taleb, bienvenue Gemal. Merci. Bonsoir. Tout de suite l'actualité du jour. La CEDEAO évalue ses 10 ans d'expérience en matière d'assistance électorale. Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueille un atelier sur les processus électoraux en Afrique de l'Ouest au cours de la dernière décennie. Les participants se penchent notamment sur le cadre juridique, l'inscription des électeurs ou encore la mobilisation des ressources. Mélina Bokassa. Quel bilan pour la CEDEAO après 10 ans d'expérience électorale dans la sous-région? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les présidents des organes de gestion électorale issus des 15 États membres de la CEDEAO, le président de la commission de l'institution et les représentants des organisations internationales, ainsi que les experts électoraux. Ils ont rendez-vous ce lundi 27 mars à Cotonou au Bénin pour procéder à une évaluation objective. On va dire que la CEDEAO a essayé pendant ces 10 années quand même d'essayer de s'imposer dans une certaine mesure dans ce processus électoral-là, mais elle gagnerait effectivement à continuer dans ce plan-là et à faire respecter surtout l'intégrité des votes et surtout à permettre à ces différents États-là au niveau de leur constitution de consacrer maintenant pour moi la question de l'alternance politique. Les participants seront donc amenés à réfléchir sur les progrès en termes de processus électoral. Ils évalueront notamment le taux de participation des femmes, les registres électoraux, la planification financière ou encore la mobilisation des ressources. On a remarqué quand même que la CEDEAO est en train de faire de multiples efforts en essayant d'envoyer des missions un peu en avance, des missions à long terme, qui permet justement de pouvoir encadrer tous les acteurs impliqués dans le processus. Et cela permet dans une certaine mesure de prévenir les conflits. Depuis sa création, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est engagée à éradiquer tous les types de conflits, y compris les conflits électoraux dans la région. Elle a alors commencé à déployer des missions d'observation électorale dès 2001 dans le but de veiller à ce que les résultats reflètent véritablement la volonté souveraine des citoyens et réduire ainsi la prévalence des conflits électoraux. Gemal, quel bilan faites-vous de l'évolution des processus électoraux dans l'espace CEDEAO si on considère ces 10 dernières années? Alors, je suis bien étonné pourquoi la CEDEAO a besoin de faire un bilan seulement sur 10 ans. Ça fait bientôt 30 ans que c'est le continent africain de façon générale, dans l'espace CEDEAO en particulier, où les élections sont récurrentes, elles ont toutes les fois après l'autre un poids plus important, une crédibilité, une légitimité plus sérieuse. Plus globalement, quelle est l'emprise de la CEDEAO sur ce processus-là? Il est politique, il n'est que politique. Alors c'est bien gentil à elle de parler de la participation des femmes, de mobilisation de ressources financières et du taux de participation. C'est pas elle qui en décide, elle n'a pas de pouvoir là-dessus. En revanche, et on ne peut absolument pas balayer d'un revers de main son pouvoir parce qu'il est réel. En tout cas, son influence, elle est réelle. Son influence, elle est plutôt dans le fait, en cas de rupture du processus électoral, en cas de coup d'État militaire, en cas d'entrave à la bonne marche de la démocratie. Là, pour le coup, elle a un poids qui est réel. Son objectif était d'éviter les conflits post-électoraux. Très bien. Alors après, qu'est-ce qui se passe sur le continent africain et d'où donc le retour à votre première question? Est-ce qu'on peut faire un bilan sur les 10 dernières années? Oui, on peut le faire. Et de mon point de vue, il est plutôt positif. Je lisais un éditorial d'un Jeune Afrique, pour ne pas le citer,
où Ben Hamed disait des choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Parce que l'évolution ces 10 dernières années est absolument notoire, notable, forte. Les processus électoraux fonctionnent de plus en plus mieux. On peut toujours mieux faire, il y a toujours mieux à faire, mais fonctionnent mieux, y compris dans un pays comme la Gambie, où désormais on a connu des choses inattendues. C'est-à-dire, en tout cas inattendues. La question, ce n'est pas que ce soit inattendu, c'est l'irréversibilité du processus. Et donc, quand on prend les 15-16 pays de la CEDEAO, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus démocratiques, de plus en plus démocratisés, mais surtout la chose la plus importante, parce que moi je ne crois pas à un processus démocratique basé sur le haut, ou en tout cas qui tombe du haut. Le processus démocratique, et un pays se démocratise quand il a une classe moyenne importante. Et donc, l'enrichissement des pays de la CEDEAO, en tout cas l'amélioration du niveau de vie des pays de la CEDEAO est réelle. L'augmentation de la classe moyenne est devenue de plus en plus une réalité. Et donc, l'incidence de tout ça sur le processus électoral, sur la démocratie de façon générale, dans toutes ses composantes, et pas seulement sa composante électorale, est une réalité. Est-ce que la CEDEAO a un poids, une influence? Est-ce qu'un mérite lui revient? Sans aucun doute. Mais elle n'est pas en première ligne, et il revient, de mon point de vue, d'abord aux politiques nationales, mais surtout à l'amélioration globale du niveau de vie des populations qui lui donne une classe moyenne importante, donc une conscience démocratique plus importante. Amouli Reti, l'un des objectifs principaux de cette assistance électorale de la CEDEAO, c'était d'éviter les conflits post-électoraux. Que peut-on dire sur cet objectif? Est-ce qu'il a été rempli d'après vous sur les 10 dernières années? Moi, je me posais la question, justement, comme Taleb, de savoir 10 années, ça veut dire quoi? Ça veut dire un chef d'État qui se succède à lui-même. Et généralement, quand c'est l'autosuccession, on sait très bien qu'il y a 70% de chances que le chef d'État se succède à lui-même parce que c'est lui qui organise les élections, c'est lui donc qui a tous les moyens d'organiser. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, écoutez, en Afrique, finalement, ce n'est pas la démocratie via les élections, c'est-à-dire un homme, une voix. Moi, lorsque je décide effectivement de voter pour lui, je voudrais bien effectivement qu'on dise que ma voix est partie chez lui. Mais quand on nous vient avec pratiquement un langage qui dépasse finalement le langage de l'homme de la rue, de l'homme moyen, qui ne demande qu'à ce qu'on comptabilise son vote, moi je dis nous avons atteint non pas une civilisation qui tend vers la démocratie, mais plutôt vers l'électoralisme. C'est-à-dire tout le monde veut justifier qu'il a fait un peu des élections, mais en réalité, la réalité du vote ne se transcrit pas, tout simplement parce que le langage, la consolidation, moi j'ai entendu certaines commissions dire voilà, les élections ont eu lieu, nous avons fait le comptage et nous voulons faire la consolidation. Attendez un peu, ou bien j'ai voté et que donc j'ai mis ma voix pour un tel, vous allez consolider quoi? Vous calculez, c'est fini. Donc vous ne voyez pas d'amélioration aujourd'hui dans ces processus électoraux? Je ne vois pas d'amélioration, je vois plutôt des complications inutiles. Parce que d'abord, les votes restent truqués, le peuple n'a pas encore conquis la possibilité de pouvoir dire voilà, nous avons voté. Et puis, on parle souvent d'argent, et beaucoup d'argent d'ailleurs. C'est souvent les nerfs de la guerre. Pourtant, les nerfs de la guerre devraient être la présence des électeurs. Mais ici, on parle d'argent. Mais quand on regarde cet argent et qu'on se pose la question de savoir pourquoi on a besoin d'autant d'argent chaque fois, si c'est pour acheter les urnes que nous avons achetées hier, nous pourrions quand même les garder pour demain. Pourquoi les élections de la dernière fois coûtent moins cher que les élections aujourd'hui alors que les urnes ont été déjà achetées? Ça, c'est l'homme de la rue, il se pose la question, il se demande c'est quoi. Bon, mais on se retrouve dans la situation où en définitive, si on regarde tout cet argent, c'est l'argent qui est redistribué à ceux qui ont le pouvoir politique pour organiser leur campagne. Et c'est là où le bas blesse. Quand on voit l'exemple de la Gambie où il y a eu la médiation de la CEDEAO, on ne peut pas dire quand même qu'il y a eu des améliorations à ce niveau-là?
Non, je n'ai aucun doute là-dessus, personnellement. Je pense que la démocratie a un coût, et vous avez sans doute raison de dire que ça coûte cher. Ça coûte probablement un peu moins cher qu'avant parce que le rodage et le fonctionnement des institutions est devenu de plus en plus systématique, et donc ça coûte moins cher. Mais enfin, ça coûte de l'argent, et il n'y a aucune démocratie au monde qui ne coûte pas de l'argent. Il ne vaut mieux même pas que je vous dise combien a coûté la dernière élection américaine. C'est comme ça. Après, c'est la CEDEAO elle-même comme institution. Je fais partie de ceux qui sont critiques, et je critique beaucoup la CEDEAO. Mais on se donne un exemple. À nos âges, on sait très bien que quand on suivait les élections, on attendait le commentaire de tel ou tel pays occidental, de telle ou telle institution occidentale. La voix de la CEDEAO, le regard de la CEDEAO, l'appui de la CEDEAO est aujourd'hui devenu un élément important, un instrument important de la mesure de la crédibilité, de la légitimité de l'élection qui a lieu dans tel ou tel pays. Ce qui veut dire qu'elle prend un poids réel qui a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'elle reste encore une petite organisation sous-régionale qui a besoin de se crédibiliser et qui n'a pas des moyens et qui veut encore avec l'aide de l'Union européenne et d'autres organisations. Mais le jour où on lui aura donné encore plus de pouvoir et de moyens, sans doute que la voix actuelle qui est importante sera prépondérante. Merci. Dans l'actualité également en Zambie, le gouvernement lance à partir de ce lundi jusqu'au 31 mai une consultation publique sur l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale. Cette opération menée par le ministère de la Justice fait suite à l'adoption d'une stratégie de retrait collectif lors du dernier sommet de l'Union africaine. C'était au mois de janvier dernier. Clément Joël-Soala. À partir de ce lundi 27 mars 2017 et ce jusqu'au 31 mai, le gouvernement zambien consulte sa population sur le retrait du pays de la Cour pénale internationale. Lors du sommet de l'Union africaine en janvier, les chefs d'État du continent avaient adopté un texte prévoyant le retrait de la CPI. En Zambie, cette consultation publique menée par le ministère de la Justice concerne 30 provinces sur les 103 que compte le pays. Les populations des régions restantes, elles, sont invitées à faire leurs observations par écrit si elles le souhaitent. La Zambie doit étudier cette question critique avant de prendre une décision. Au prochain sommet de l'Union africaine, ça doit être le choix de la nation zambienne qui sera communiqué pour que la Zambie adhère ou pas au projet de retrait de la Cour pénale internationale. Le président zambien Edgar Lungu dit vouloir respecter pleinement la volonté de son peuple conformément à la Constitution. À l'issue de cette opération coordonnée par le ministère de la Justice, un rapport sera rédigé et délivré au prochain sommet de l'Union africaine. Si la Zambie adopte cette procédure, c'est admirable, mais de toute façon, dans la pratique, le gouvernement va peser lourd dans l'orientation. Mais la forme extérieure, nous faisons la forme extérieure quand même élégante. Consulter le peuple, je trouve que c'est normal. La consultation entamée par le gouvernement zambien coûtera environ 330 000 €. La Zambie est le premier des 34 pays africains adhérents au statut de Rome à consulter sa population sur la question du retrait de la CPI. Amouliriti, la Zambie est le premier pays africain à consulter sa population sur cette question avant de décider d'un éventuel retrait. Qu'est-ce que cela vous inspire ? De toute façon, moi, je ne peux qu'applaudir. De toute façon, le peuple, c'est le souverain primaire, c'est lui qui prend la décision. Mais maintenant, dans cette question de la CPI, il y a des passions qu'il faut arriver vraiment à calmer. La CPI, c'est une juridiction, c'est une institution judiciaire. Bon, il faudra que tout le monde se mette d'accord sur le fait que l'institution judiciaire est un service public de justice et que, de ce fait, il doit être préservé. Mais seulement beaucoup de gens confondent l'institution judiciaire et les organes qui gèrent. Et quelquefois même, ils oublient qu'il y a des organes qui gèrent, qui ont des devoirs et des obligations. Et ils s'en prennent à l'institution. Bon, moi, je pense pour ma part que... Et j'ai seulement 3 pistes à donner aux pays africains, tous. Et là, je vous les donne en avant-première. En tout cas, la première piste pour moi serait que... Bon, nous savons tous et nous sommes d'accord qu'il y a des éléments de frustration. Il y a du 2 poids 2 mesures. Et les Africains ne doivent pas accepter cela. Et les Africains estiment qu'il y a un acharnement. Il y a un acharnement, il y a du 2 poids 2 mesures. Moi, je pense que, ou du moins ce que je suggérerais aux présidents africains, c'est de se mettre d'accord. Ils sont membres de l'Assemblée générale des États partis, qu'ils aillent avec leur ordre du jour et qu'ils disent, voilà, nous discutons de la question du poids du Conseil de sécurité ou des membres permanents du Conseil de sécurité dans la CPI. Pourquoi cette question est très importante? Il faut qu'ils l'abordent de cette façon-là. Pourquoi?
parce que les membres permanents du Conseil de sécurité sont justement ceux qui font de l'acharnement ou alors qui organisent l'acharnement. Mais seulement ces membres ne croient pas eux-mêmes à la CPI parce qu'ils ne sont pas adhérents. Donc les États africains devraient éventuellement aller à l'Assemblée générale des États parties, faire un amendement au statut et demander à ce que soit le Conseil de sécurité soit privé de ses droits et que donc seuls les États parties s'organisent. Ça, ce serait ma première recommandation. Alors rapidement sur les autres points. La deuxième recommandation serait que les États arrêtent de s'acharner sur l'institution, mais qu'ils examinent maintenant les organes. Le procureur, les juges et éventuellement le bureau des avocats. À partir du moment où ils ont séparé les choses, qu'ils établissent, c'est eux qui légifèrent, qu'ils établissent les responsabilités. Qu'est-ce qui advient lorsqu'un procureur qui a la charge de poursuivre et d'enquêter de manière indépendante ne le fait pas ou alors le fait de manière discriminatoire? Alors, j'ai mal. Une réaction par rapport aux solutions que propose Amouli Reti. Non, je donne un avis différent, certes, mais je crois qu'on est plutôt d'accord sur l'essentiel. Je suis partisan d'une justice internationale et personnelle, et je considère que l'ordre international aujourd'hui a probablement, sans doute, besoin d'une justice internationale. On l'a connu à travers Nuremberg, Tokyo. Ce sont des justices qui sont expéditives, rapides, mais enfin, il s'agit des monstres, donc c'est pas très grave. Reste la question, qui a toujours été posée depuis toujours en droit international, l'idée d'avoir une justice internationale qui pourra juger des crimes où les États ne sont pas capables de le faire ou commis dans d'autres États, sachant que ni l'État dans lequel le crime a été commis, ni l'État dont l'auteur du crime est porteur de la nationalité n'est pas capable de juger. Et dans ce cas, l'idée, ça a été posée depuis toujours de créer une Cour pénale internationale et c'est une bonne chose. La question encore, c'est toujours de distinguer, vous parlez d'un changement de statut. En gros, un amendement au statut actuel. Très bien. Sauf qu'on n'est pas naïf. Ils ne peuvent amender les statuts que ceux qui ont les capacités de le faire, c'est-à-dire le poids politique pour cela. C'est très difficile pour les États africains de subir une justice dont ils ne sont pas à l'origine, qu'ils ne payent pas, et ils sont là juste pour la crédibiliser, et elle se fait ses jeux. Et je vais vous dire, parfois ils s'en servent eux-mêmes. Regardez un pays comme le Congo, un pays que vous connaissez si peu. Quand vous arrêtez Bemba, vous réglez un problème à Kabila. On se dit les choses. Ça ne veut pas dire que Bemba n'est coupable de rien. Ça veut dire que nous sommes en train de juger une situation en réglant par le droit un problème politique. Mais des exemples comme ça, je peux les citer. Je peux aller en Côte d'Ivoire, je peux aller en Ouganda, je peux aller là où... C'est-à-dire que le sentiment de justice est aussi de la justice. Et donc le sentiment de justice, les Africains ne l'ont pas. À partir du moment où on a une institution qui aujourd'hui est un échec, parce qu'elle a échoué dans la mission qui est la sienne. Pourquoi? Parce qu'elle s'est focalisée sur une région, la plus facile, sur des opposants, les plus faciles, et quand elle veut taper sur un chef d'État, elle choisit celui qui est sans doute le plus mal mis au banc des accusés de la communauté internationale, le président donc du Soudan. Et donc, le courage qu'il faut, vous connaissez vous mieux que moi la fameuse phrase de Casamayor. Casamayor disait, le nom du juge, c'est courage. En tout cas, la Cour pénale internationale, son nom n'est pas courage. Son nom, c'est de dire, eh bien, moi, je suis une institution, j'ai besoin de faire plaisir à ceux qui me payent, j'ai besoin de faire plaisir à ceux qui me crédibilisent, j'ai besoin de faire plaisir à ceux qui me permettent d'être là. Je parle là des organes qui la composent. Et donc, je m'acharne sur qui? Sur ceux les plus faibles, les moins importants, qui payent le moins bien et qui sont là pour subir. Eh bien, cette justice-là, les Africains n'en veulent pas. Et puis, pardon, j'en aurais fini. Ceux qui la décrivent ne sont même pas finalement ceux qui en souffrent le plus. Évidemment, si la volonté venait du Soudan, du Kenya, j'aurais encore rien dit. Mais elle vient de la Zambie, pardon, c'est le pays de Kenneth Kaunda, c'est un pays démocratique, c'est une grande démocratie qui dit, bah, écoutez, votre justice internationale, on en a assez de la subir et on ne veut plus la subir. Eh bien, je vais vous dire, je le soutiens ça. Merci. Je vais marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.